Donc, salutations à tous. Encore une fois, merci de nous suivre donc, dans le cadre de ces conférences Refis Madi, où nous allons essayer d'aborder nos points de vue sur les politiques publiques de différents secteurs. On a commencé dans la première journée sur la santé et la nutrition. On a parlé ce matin de l'éducation. Et donc, pour cette dernière conférence, nous allons surtout aborder donc, la question environnementale des ressources naturelles. Euh, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons notre invitée, Marie-Christine Akou, qui est une activiste, je dirais connue, dans le monde de l'environnement. Elle va nous partager un peu ses points de vue et ses réflexions sur où est-ce qu'on en est actuellement en termes dans la lutte environnementale à Madagascar. Mais avant ça, je vais faire une brève introduction sur la question de l'environnement qui fait partie donc de la dernière étape dans les étapes de développement communautaire. Donc, pour rappel, juste la première étape, c'est la santé et le bien-être des populations. La deuxième étape, c'est l'éducation et le renforcement économique. Et la troisième étape, c'est tout ce qui est à la durabilité, la gouvernance et les questions du changement climatique. Donc, pour commencer, une question de réflexion. Si aujourd'hui vous deviez dessiner le visage de la Terre, est-ce que vous le dessineriez avec le sourire ou avec l'autre image? Chacun répond franchement dans son cœur, dans son âme. Mais je pense que le constat est le même. Notre planète est dans un état qui n'est pas très reluisant. Et pour cause des activités humaines essentiellement. Pour parler un peu d'un thème plus proche, voici une image satellite de notre continent, l'Afrique. Donc, dessus, vous pouvez voir le nord, donc l'Europe. Il y a plein de lumière la nuit, alors que de notre côté, c'est le noir total, pour ne pas dire absolu. Que juste pour information, l'énergie constitue un défi majeur pour pour les pays africains, et c'est aussi une conditionnalité de notre développement. Quand on parle de développement, on doit développer les industries, créer des usines pour produire et nourrir la population, mais on n'a pas cette capacité énergétique. Et seuls 15 pays sur les 54 sur le continent africain ont une capacité de production d'électricité au-dessus de 500 mégawatts. Je crois que nous, à Madagascar, on atteint rarement les centaines, et on a des projets en cours, notamment les barrages hydro, pardon, c'est le Covid. C'est pas hydroalcoolique, hydroélectrique. euh, pour essayer d'augmenter donc cette capacité de production. Concernant toujours l'environnement, donc nous avons eu au fil du temps déjà plusieurs agendas au niveau global et continental. Ça a commencé à 92, je crois, le sommet de la Terre. Mais déjà dans juste le troisième millénaire, nous avons eu pléthore de réunions où l'environnement était au centre des débats. Comme quoi, donc, il faudrait polluer moins, mais sachant que dans le contexte actuel, les pays développés sont ceux qui ont pollué le plus pour pouvoir arriver là où ils sont. Et maintenant, on est dans une démarche où on essaie aussi de limiter donc, les émissions des pays les moins pollueurs, alors que eux-mêmes doivent faire face aussi à l'impératif de leur développement. Toujours cet aspect africain, on a remarqué que l'Afrique a fait des
progrès assez moindres en matière de lutte contre la pauvreté. Donc dans le graphique, on voit donc l'Afrique qui a en à peine, là on est en 2020, c'est sur, disons, c'est sur 25 ans, donc le graphe. On est passé de 60% de population vivant sous le seuil de la pauvreté, donc avec moins d'1,25 $ par jour, à un peu moins un peu moins de 50%, alors que dans d'autres pays, notamment l'Asie, euh, ou le Pacifique, ils ont pu réduire leur pauvreté de façon très significative, avec le même départ d'environ 60%, et maintenant ils sont donc aux environs de 30%. Quand on parle d'environnement, on parle surtout donc des problématiques de ressources naturelles. On dit souvent que l'Afrique est un continent riche. On peut dire la même chose de Madagascar, un continent riche en ressources naturelles, que ce soit minières, en biodiversité, etc. Mais face à ça, nous avons des problèmes qui sont récurrents. On a remarqué que les entreprises d'exploitation de ces ressources naturelles-là se heurtent à divers challenges, notamment et surtout en ce qui concerne la gestion environnementale. Et ces mêmes entreprises, maintenant avec l'émergence de la question de l'urgence climatique, généralement les entreprises qui exploitent ou surexploitent ces ressources naturelles-là, on les taxe d'entreprises non éthiques. Et donc ils se heurtent entre à la question de est-ce qu'ils vont continuer leur exploitation, leur question de profitabilité, face aux soucis, questions environnementales de durabilité. Et le contexte également, nous avons beaucoup d'exploitations minières locales. Dans les mines, il y a ce qu'on appelle les multinationales, les grandes firmes, mais beaucoup parmi ces opérateurs sont constitués par les petites mines, donc tout ce qui est exploitation locale, formelle ou non. Et ce sont aussi ceux qui pullulent le plus, mais pourtant ceux qui ont le plus de mal à respecter les cahiers des charges environnementaux. Et donc, par rapport à tous ces problèmes-là, pour sauver l'environnement, nous avons surtout besoin donc, de trois choses. Déjà, d'une législation et d'une réglementation plus stricte et qui s'applique pour tous. Un élément essentiel qui est la bonne gouvernance et surtout d'avoir des orientations, des plans ou des stratégies nationales claires. Ici à Madagascar, on a parlé de la refonte du code minier et on est là, ça fait 3 ans. Et on ne sait pas pendant ce temps pourquoi les opérateurs ils continuent à opérer. Il n'y a pas tellement de suspension des activités et pendant ce temps-là, les dommages qui peuvent survenir à l'environnement, donc la terre, l'air, l'eau, continuent de se produire. Par rapport à cette notion de bonne gouvernance-là, il y a ce petit schéma de comparaison d'une autorité. Quand on parle de mauvaise gouvernance, les mots qui reviennent surtout, ce sont des mots d'inefficacité. Il y a plein de... Tous les voyants sont au rouge. Il y a une mauvaise administration, il y a de la corruption, il y a une tendance au secret et à l'obscurantisme. Personne ne sait, à part ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce qui se passe en vrai. Donc on cache l'information aux citoyens. Et quand on parle de bonne gouvernance, les notions qui devraient revenir sont déjà l'état de droit, cette notion de transparence qui crée de la valeur auprès de l'opinion, qui crée de la valeur et la confiance auprès de l'opinion publique. La bonne gouvernance est aussi associée à la notion de participation, de redevabilité et surtout la notion de durabilité. Donc il n'y a pas, il y a ce souci de penser aux générations futures qui n'est pas présent dans un contexte de mauvaise gouvernance où beaucoup d'importance est au profit de ceux qui sont au pouvoir. Ils ne pensent pas aux générations futures, mais à leur profit du jour et au jour. Donc, toujours sur cette question de mines, malgré tout ce qu'on peut en dire, en fait, les mines sont un secteur florissant en Afrique. Dans le sens où, quand on regarde, par exemple, les parts de marché mondiales, l'Afrique en tant que continent
détient plus de 50% du marché mondial de l'eau, près de 70% du marché du global, 70% du marché des Antilles, 85% des marchés du platinium, quasiment la totalité du marché du chrome. Donc toutes ces ressources-là, elles se retrouvent en Afrique, elles sont exploitées en Afrique. Pourtant, face à tout ça, nous connaissons tous la misère en termes de qualité de vie de la population quand, quand on met en perspective par rapport à ces parts de marché. Donc à qui profite l'exploitation des ressources naturelles? Elle profite à ceux à qui les ressources naturelles appartiennent, donc l'Afrique, mais ça profite à d'autres pays ou d'autres classes de franges minimes de la population. Et donc, toujours dans cette question liée à l'exploitation des ressources et l'environnement, on sait que les mines consomment beaucoup de ressources, que ce soit en énergie, la terre, l'eau, et l'exploitation de ces ressources naturelles, malgré qu'elles soient une nécessité pour pouvoir faire vivre la population, c'est une arme à double tranchant. Donc, on les met en perspective avec les dommages qu'elle a sur l'environnement. Mais il se trouve que les mines également sont une institution à elles-mêmes et leur législation ont tendance à outrepasser parfois les constitutions et les droits environnementaux. Et les pratiques de pots de vin et de corruption y sont courantes. Ces pratiques-là portent préjudice encore plus à l'environnement. Et on en arrive donc à revenir à la question des étapes de développement, où le paradigme d'avant, c'était qu'il fallait à tout prix avoir une croissance économique. Donc c'était l'économie qui était au cœur du paradigme du développement. C'était l'économie qui faisait tourner le social, et ce n'est qu'en dernier, au bout de chaîne, qu'on va penser à l'environnement. En ce moment, on parle maintenant d'économie durable, de développement durable, et de notions d'économie verte et d'économie bleue pour les pays des îles. Et d'où l'importance en fait d'avoir des textes un peu plus adaptés au contexte et à la situation environnementale de chaque pays. Et donc améliorer cette question de gouvernance environnementale-là. On sait aussi que l'exploitation, par exemple, des mines ou des forêts ont commencé bien avant. Par exemple, pour le cas de Madagascar, ça a commencé avant la colonisation. Dès l'époque des royautés, nous avons exploité les forêts pour faire des habitations, nous avons planté. Mais à l'époque, il n'y avait pas peu de législation environnementale. On a vu récemment dans les réseaux sociaux, je pense, une lettre de la reine Ranaval III à son époque qui disait qu'il fallait ne pas brûler la forêt à cette époque-là, mais cette lettre a une force de loi. On ne sait pas. Mais du coup, beaucoup de pays en Afrique ont hérité de ce système d'exploitation qui était plus centré sur l'économie que sur la préservation de l'environnement. Et les législations qu'on a aujourd'hui sont un peu on va dire un héritage de ce système d'exploitation. Et à l'époque même, l'environnement ne fait pas partie du droit constitutionnel et des droits humains. Donc, avant de passer à Christina, je vais faire défiler vite fait des images de types de dégâts environnementaux qu'on peut retrouver donc, si on n'arrive pas à asseoir une bonne gouvernance environnementale de façon à vraiment assurer cette durabilité-là. On a par exemple des drainages de mines qui se sont passés dans des mines de Rio Tinto. Je ne sais pas, Madagascar, pas encore. On a des trous béants d'exploitation minière. On peut avoir des marées noires. Ça, c'était dans l'état du Niger. Différentes exploitations, des risques d'exploitation, d'explosion. On a les émissions de gaz, par exemple en Afrique du Sud. Et malgré tout ça, en fait, le résultat jusqu'ici, par ce défaut-là d'une bonne gouvernance environnementale, c'est qu'on se retrouve dans un paradoxe où on a des gens qui, de façon plus aisée, et d'autres qui sont dans une situation de précarité extrême.
le rappel, c'est par rapport donc aux étapes de développement de dire que il est important qu'on commence d'abord par le social. Il faut que les gens soient en bonne santé. Il faut qu'ils aient accès au minimum en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement, pour qu'ils puissent ensuite être plus réceptifs et plus à même de recevoir une éducation, d'aller plus loin dans leur éducation pour espérer avoir des emplois qui leur permettront de subvenir à leurs besoins. Et en troisième lieu, il est important de penser donc à cet aspect de durabilité, de façon à ce que les gens se soucient de l'environnement, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas exploiter l'environnement à tort et à travers sans qu'il y ait de répercussions. Je pense qu'ici à Madagascar, on a peu de cette catégorie de gens qui sont les climato-sceptiques, où on est encore là à se demander s'il y a vraiment du changement climatique alors qu'on sait que les dégradations de l'environnement, les pluies commencent à manquer, on a l'étarissement des sources d'eau douce et la sécheresse qui commence à s'étendre. Et c'est sur cette note-là que je vais laisser la parole à Christina, peut-être pour vous partager de son point de vue d'activiste. Euh, alors, merci beaucoup, Timmy. Pour ma part, je vais commencer par parler d'une situation qui nous a toutes et tous atteints, cette pandémie de Covid qui n'est pas terminée, même si on a l'impression justement d'avoir une certaine accalmie. On a terminé les phases de confinement et déconfinement. C'est quand même c'est quand même c'est quand même une étape, on va dire, importante de ces dernières années qui nous pousse à réfléchir sur quel mode de gouvernance environnementale on cherche à avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà au niveau mondial, on a vu que les phases de confinement euh, ont eu ont eu des conséquences qui étaient positives pour l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on a eu une baisse de pollution dans de nombreux endroits du monde. Certains peut-être ont vu sur les réseaux sociaux ou dans les informations que, par exemple, à Venise, qui est très touristique, les eaux étaient moins polluées. On y a même vu des dauphins, des poissons revenir, alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc, une nouvelle positive, c'était de voir qu'il était quand même possible pour l'homme de mettre moins la pression sur l'environnement et que la nature, elle était toujours là. Pourtant, ceci s'est fait au prix de nombreuses vies humaines, donc pas si positif que ça. Et puis, on peut aussi dire que cette crise de la Covid-19 est une crise qui est également une crise environnementale. On a beaucoup parlé du pangolin, ce fameux animal à l'origine en fait de la transmission du virus à l'homme en Chine, pour l'avoir consommé. Mais il se trouve que d'autres maladies auparavant provenaient des animaux et bon, certaines réactions en fait ont été assez extrêmes et ont voulu exterminer les animaux à l'origine. Mais je pense que aujourd'hui je vais partager un avis et une analyse qui sont personnelles. Je pense justement qu'on met la faute sur les mauvaises personnes, dans la mesure où 75% des grosses épidémies et maladies qui sont transmises de l'homme, de l'animal pardon, à l'homme, sont en fait dues à des cas de déforestation qui sont massives. Ce n'est pas parce qu'on va forcément consommer l'animal, mais c'est justement parce que ces animaux n'ont plus d'habitat, sont à la recherche d'un nouvel habitat. Et c'est d'ailleurs l'une des causes de Ebola, parce que Ebola a commencé au début à travers une chauve-souris. Le premier cas qui a été recensé d'Ebola, c'était le cas d'une chauve-souris qui s'était réfugiée dans une cour et qui avait contaminé un enfant. Donc ce n'est pas l'enfant qui aurait mangé la chauve-souris, pas du tout.
Et, et donc, sachant que Madagascar, déjà en 2017, a été champion du monde de déforestation, par rapport à la surface qui nous reste. Il nous reste plus que 10% de forêt naturelle sur notre territoire national. L'enjeu, il est vraiment, je dirais même pas primordial, il est vital aussi pour les populations qui dépendent de ces ressources naturelles. Les populations qui dépendent ne serait-ce que des ressources maritimes, mais aussi celles qui vivent des ressources de la forêt par rapport à leur par rapport aux plantes médicinales. Il y en a encore beaucoup qui dépendent de ces plantes médicinales aujourd'hui. Et encore une autre conséquence de cette pandémie, c'est que donc, le gouvernement a lancé un remède, ce qui a poussé énormément de personnes en fait à se dire en effet les remèdes traditionnels, les remèdes qui sont dans les forêts seront les meilleurs médicaments ou repoussoirs du Covid. Donc on a eu encore plus de pression sur ces forêts qui ont eu du mal à être maîtrisées, sachant déjà que le ministère de l'Environnement est un ministère qui aujourd'hui manque cruellement de moyens. Dans d'autres pays dans le monde, on compte un agent forestier pour 800 à 8000 hectares de forêt à surveiller. Dans le cas de Madagascar, on compte un agent pour 200 000 hectares à surveiller. Donc le fait qu'on soit une grande île, dans notre cas, nous désavantage pas mal. Il se trouve que l'urgence aujourd'hui, c'est un recrutement massif, car toutes ces dernières années, les recrutements qui se sont faits au niveau du ministère de l'Environnement, elles ont surtout priorisé des personnes dans l'administratif, alors qu'il nous faut aujourd'hui des agents de terrain. Pour vous donner un rapport, aujourd'hui, il nous faudrait sur le terrain un ingénieur au moins et 14 techniciens en moyenne, ainsi que 14 techniciens. Et on est aujourd'hui, si on a un ingénieur, on a 0,8 techniciens à ses côtés aussi. Donc, pour dire que les moyens manquent énormément. Et ça, c'est même le ministère l'admet lui-même et a essayé, en tout cas pour cette loi de finances 2021, l'idée c'était vraiment de convaincre de cette urgence de recrutement massif, parce qu'il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est de sensibiliser même les personnes qui aujourd'hui font nos lois. Pourquoi, en effet, la priorité, ce serait de défendre nos forêts quand nos ressources naturelles, hein, quand la population et son bien-être, au contraire, sont en train de souffrir. Ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est en effet une administration qui a été de plus en plus ralentie et qui donc ne pouvait pas suivre la hausse des crimes environnementaux. On a eu une recrudescence des crimes environnementaux depuis cette période, et qui est similaire à une crise politique aux crises politiques telles qu'on les a vécues auparavant. Lors des précédentes crises politiques, on voyait que dès qu'il y avait crise politique, instabilité, il y avait forcément hausse des crimes environnementaux, des trafics. Et là, ce n'est pas une crise qui est politique, c'est une crise qui est sanitaire, qui est environnementale, et qui pourtant a eu les mêmes impacts, des populations qui se sont retrouvées démunies et qui se sont tournées vers l'exploitation illicite des ressources, ne serait-ce que les personnes qui vivent de la pêche. Le réseau MIAR, qui travaille avec les communautés de pêcheurs, a d'ailleurs lancé une alerte durant le pic, en tout cas de Covid, pour dire toute la difficulté en fait de ces communautés locales qui pourtant aident à la préservation des aires marines aujourd'hui. C'est une difficulté parce qu'elles ont déjà du mal
elles ont eu encore plus de mal à écouler leurs produits. Et donc beaucoup étaient tentés de se tourner vers la coupe de mangrove pour pouvoir fabriquer du charbon et satisfaire aux besoins de leur famille. C'est vrai qu'on parle énormément de nos forêts, on va dire terrestres, mais les mangroves ne sont pas à sous-estimer, justement, parce que à Madagascar, nous avons 2% des réserves mondiales de mangroves. Les mangroves sont non seulement un super arbre qui absorbe 20 fois plus de CO2 que les arbres des forêts humides, mais en plus sont des super pépinières de la mer. Bah, par rapport au fait que les poissons et d'autres crustacés y grandissent. Mais voilà, suite à la pandémie, on a eu beaucoup d'attaques, en tout cas sur ces mangroves. On a l'Alliance ABG justement qui a sonné plusieurs fois des alertes par rapport à cette situation. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'État a voulu mettre en place une politique de tolérance zéro face à la hausse de ces crimes environnementaux. Malheureusement, 90% des personnes qui ont été arrêtées ont été ensuite relâchées et des propres termes, des propres propos de notre ministre actuel de l'Environnement, les réseaux mafieux aujourd'hui de trafic illicite de ressources, de tortues, de bois de rose, d'ébène, de palissandre, ils sont pour beaucoup et on le sait, c'est très souvent les plus vulnérables qui se retrouvent en prison alors que les personnes ayant de l'influence ou ayant des relations avec des personnes d'influence sont aujourd'hui relâchées. Donc c'est un gros défi et c'est ce qui aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation se soit réellement améliorée, ne serait-ce que il y a une semaine, dans la zone de Bétiak, près d'Ambilbé, il y a une réunion en fait de différentes parties prenantes, locales, régionales, avec des ONG qui étaient impliquées dans la conservation, une réunion par rapport au sort de l'aire protégée locale. Pourquoi? Parce que cette aire protégée, elle a fait face à une ruée un peu des populations les plus vulnérables pour exploiter l'or qui s'y trouvait. Et je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, parce qu'on parlait quand même des possibilités du secteur minier, mais à l'unanimité, il a été décidé que le noyau dur de cette aire protégée serait déclassé pour pouvoir être exploité. Et ce n'est pas une décision anodine, ce n'est pas un événement anodin, parce que ça pourrait créer un précédent pour d'autres aires protégées. On est quand même dans une phase où on cherche un équilibre entre les besoins humains et cet équilibre entre la gestion de nos ressources environnementales et les besoins des générations futures. Et donc se dire que on va autoriser à ce que le noyau dur d'une aire protégée soit exploité, ça commence par une aire protégée. Est-ce que par la suite, d'autres aires protégées et d'autres régions vont pas vouloir se dire bon ben ils l'ont fait là-bas, pourquoi ce serait pas possible chez nous, pourquoi telle ou telle discrimination. Un autre point important, le changement climatique, le réchauffement climatique ne s'est pas arrêté avec la Covid, ne s'est pas arrêté avec la Covid. On parle des 5 années les plus chaudes à venir à partir de 2021. Et le rythme, les rythmes en termes de consommation, les entreprises les plus polluantes et autres, elles ont repris leurs activités comme si de rien n'était. L'idée quand même, c'est aujourd'hui que cette crise nous fasse réfléchir sur quel mode de développement, quel mode de consommation durable il nous faudrait aujourd'hui. Et pourtant,
on se retrouve encore dans une situation où, on fait marche arrière et on revient à une situation où on va privilégier avant tout les retours à court terme plutôt qu'un investissement sur le long terme. Euh, autre chose importante qui s'est déroulée ces derniers mois, c'est que on a quand même eu un événement qui a un peu troublé aussi les choses. Non seulement on a eu la pandémie, mais on a eu aussi l'incendie de l'ONE, l'Office national de l'environnement. Certains vont parler d'un incendie qui était volontaire ou non, mais euh, la question n'est pas là. Ce qui est sûr, c'est que ça nous aura au moins appris une chose, c'est que la priorité devrait aussi être aujourd'hui à la digitalisation de, de tout ce qui est procédure, politique, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cette interview de Madame la ministre de l'Environnement sur Politica qui date de novembre, où elle faisait justement un appel à toutes les parties prenantes, à toutes les structures, les organisations, pour dire si vous avez eu, si vous avez en votre possession des documents qui datent de 90 à 2000, on en a besoin parce que tout a brûlé. On a cette habitude d'entasser voilà, le papier, et puis aujourd'hui, on a énormément d'entreprises aussi qui sont bloquées dans leur démarche. Je connais personnellement une entreprise dont le permis environnemental a été perdu et on lui dit mais non, vous n'en avez pas eu à ce moment-là. Et beaucoup de gens repartent aujourd'hui à zéro. Et, euh, et malgré tout, il y a eu des avancées qui sont positives au niveau, au niveau en tout cas gouvernemental, car avec, avec le ministère actuel, l'équipe actuelle au niveau du ministère, il y a quand même quelques avancées qui sont positives. Il y a notamment cette volonté de former des journalistes sur les questions d'information environnementale et de développement durable. Il y a en ce moment une initiative de la part de la société civile, d'un think tank en particulier qui s'appelle INRI, qui a lancé une agora des paysages terrestres et qui implique énormément le ministère, mais aussi toutes les parties prenantes, que ce soit des communautés locales, des organisations de jeunes, des organisations qui sont plus expérimentées. Donc l'idée de cette agora, c'est vraiment d'avoir pour la première fois une structure un peu de coordination de tous les acteurs pour vraiment avoir des politiques de restauration, de reboisement qui soient efficaces. On a aussi, parmi les initiatives positives, la mise en place d'une plateforme de coordination stratégique environnement entre le ministère et les différents partenaires techniques et financiers. Et ça, c'est très récent, ça date de ce mois de février. L'idée étant de créer des synergies, de mutualiser les moyens, également ces derniers mois, peut-être vous avez entendu parler de la mise en place, en tout cas au niveau de Madagascar, du Fonds vert pour le climat, qui inclut aussi bien le secteur privé que, que les organisations de la société civile. Donc, le ministère, en tout cas, dans cette politique d'ouverture sur ce point-là. Après, autre point important, c'est une importance aujourd'hui de la diplomatie verte, le fait que des grands rendez-vous internationaux comme la COP26 ou la Convention sur la diversité biologique ont été repoussés à cause du Covid, mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas empêché en fait la mise en place au niveau du ministère pour la première fois d'une direction dédiée à la diplomatie verte. Donc c'est déjà une grande avancée pour le cas de Madagascar. Tout à l'heure, Simi parlait en fait
abordé dans sa présentation, en tout cas la Convention de Rio, les COP. Euh, il se trouve, pour rappel, Madagascar fait partie du top 10 des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Ces impacts du changement climatique, on les a encore vus ces derniers mois, que ce soit avec le Kéré, qui lui non plus ne s'est pas arrêté avec la pandémie, que ce soit également avec les saisons des pluies qui se retrouvent complètement décalées, la baisse des précipitations. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, sur la question du changement climatique, en tout cas au niveau du ministère, il reste encore beaucoup à faire parce qu'il y a euh, ce gros défi de comment gérer les migrants climatiques, ces migrants environnementaux qui ont fui les sécheresses pour aller dans d'autres régions et qui aujourd'hui exercent à leur tour une pression parce que même si les communautés locales, par exemple, ont mis en place des digues pour protéger leurs ressources naturelles, l'arrivée des migrants aujourd'hui est en train de tout chambouler et c'est vrai que des solutions miracles, je ne pense pas qu'il en existe une, si ce n'est vraiment de mettre tout le monde autour de la même table, de créer un véritable dialogue, que cette question aussi des migrations et de la culture soit abordée. Cette question aussi de l'impact du changement climatique, plus particulièrement sur les droits des femmes, qui n'est pas encore mis en avant. Le ministère a déjà mis en place, enfin, a déjà, il y a, je pense déjà plus de 2 ans, mis en place un point focal genre et changement climatique. Maintenant, il faut justement aller au-delà, mettre en pratique, se coordonner avec les acteurs de la société civile. Donc, comment dire, je dirais que la politique actuelle essaye en tout cas de faire de nombreux efforts. Il y a beaucoup de choses qui sont positives que je pense déjà avoir citées, mais sur quelques points, cette question du changement climatique notamment, il reste encore beaucoup à faire sur le cas spécifique des migrants, travailler, faire comprendre en fait aux autres ministères l'intersectorialité, c'est le mot, de cette thématique du changement climatique, de la thématique environnementale aussi, qu'elle touche tous les ministères. Euh, Également, un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est aussi aujourd'hui, le ministère s'est vraiment positionné pour mettre en avant une économie verte et une économie bleue. C'est vraiment une stratégie qui est affichée, une stratégie que je salue. Néanmoins, ce dont il faut faire aujourd'hui attention, c'est tout ce qui est action de greenwashing. Donc le greenwashing, pour expliquer brièvement, ce sont en fait ces entreprises qui vont un peu verdir leur image, qui par exemple vont couper 10 000 hectares d'arbres, vont en replanter que 600 hectares, et puis vont dire ne vous inquiétez pas, on a déjà restauré une partie, vont construire ici, vont aider euh, les populations ici et là avec quelques donations de matériel, mais pour autant ça ne va pas, on va dire, rétablir ce qu'ils ont détruit. Et, dans le cas de grosses entreprises qui ont notamment fait parler d'eux récemment, on peut penser à justement QMM il y a quelques mois, lorsque justement le collectif publié ce que vous payez a mis en avant le résultat de leur enquête au niveau de la pollution de l'eau. C'était hier, excusez-moi, mais il y a eu une enquête qui a été faite auprès des communautés locales qui ont commencé à dire que l'eau commençait à avoir une drôle d'odeur, à avoir une drôle de couleur. La ministre de l'Environnement est allée sur place pour essayer justement de remettre un peu
Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parlait de moyens à la disposition du ministère de l'Environnement, de l'ONE, qui démarre à zéro, qui doit rattraper, enfin zéro, mais pas vraiment à zéro, mais qui doit rattraper énormément à cause de tout ce qui a brûlé. Les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles sont réellement surveillées? Est-ce qu'on peut réellement tester, par exemple, que telle entreprise ou multinationale dans les mines n'est pas déjà en train de polluer telle eau, tel sol, etc. Donc il nous manque encore ces moyens-là, un peu une contre-expertise qu'il est nécessaire en tout cas d'avoir aujourd'hui. Je vais me répéter, mais les moyens doivent être aussi mis à disposition, les efforts doivent être mis au niveau aussi bien des forêts qu'au niveau de l'ONE qui a ce rôle un peu de délivrer les permis environnementaux, aussi de contrôler. Donc, c'est l'ONE aujourd'hui qui a cette lourde tâche de contrôler un peu ces entreprises, de faire en sorte qu'on se tourne réellement vers une économie verte. Un autre point important, si on souhaite vraiment changer notre modèle économique, c'est de penser aussi à cette économie sociale et solidaire, cette économie circulaire, à d'autres modes d'entreprise qui existent déjà à Madagascar. Aujourd'hui, on a l'USAID avec son programme USAID ITAO qui a mis en place une plateforme des entreprises solidaires, sociales et de conservation, donc des entreprises qui justement aident à la préservation des ressources naturelles. Quand on parle d'entreprise, on parle aussi bien de coopératives, d'associations, d'entreprises classiques, des SARL, etc. Elles peuvent avoir plusieurs formats. Les discussions sont aujourd'hui en cours, justement, au sein de cette plateforme, pour rédiger un statut juridique qui serait et une proposition, en tout cas une proposition de loi, la faire passer par le Parlement pour que on puisse aussi considérer ces entreprises qui ont un impact environnemental et social clair auprès des communautés locales. Je pense avoir... peut-être un autre point, on va dire, positif, c'est la révision, en tout cas, par le ministère de l'Environnement de sa politique de reboisement. Parce que il y a eu en tout cas beaucoup de débats lorsque, avec la précédente équipe ministérielle, c'était une question de quantité et de record à battre d'arbres plantés. Aujourd'hui, on est, grâce en plus à un dialogue accru, en tout cas avec les acteurs de la société civile, on est sur une stratégie de reboisement qui est plutôt rapprochée des petites pépinières, au lieu d'avoir des pépinières de grande taille. Donc là aussi, je pense que c'est un excellent point qui rejoint tout à fait l'agora des paysages dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je pense que je vais terminer sur ces notes qui sont quand même positives, malgré tout, malgré les nombreux défis qui nous restent encore à affronter aujourd'hui pour que vraiment on ait cet équilibre et ce bien-être de la population et de notre environnement. D'accord, merci beaucoup Christina. Je pense que je ne vais pas m'aventurer à résumer pour éviter d'oublier quelques points, mais je pense qu'avec ce partage, on a pu avoir un aperçu déjà de l'importance d'avoir une bonne gouvernance en matière environnementale et aussi de l'importance de cet aspect-là, de comment est-ce qu'on peut conjuguer nos besoins en tant qu'humains, nos besoins de se réchauffer, d'avoir de l'eau, de trouver, ramener de quoi faire vivre nos familles, avec aussi d'une part
le besoin de protéger et de conserver nos ressources naturelles. On a vu que la dégradation des ressources naturelles peut mener à des déplacements de populations et qui vont encore amplifier, pour des raisons environnementales, ils vont se déplacer et arriver là-bas, ça va amplifier les dégâts parce qu'il y aura des changements environnementaux de ce fait de cette nouvelle relocalisation. Et tout ça pour dire, en fait, faire un appel au niveau des responsables de renforcer donc déjà notre gouvernance environnementale, et surtout de mettre au point, de créer des plans ou des stratégies adaptées tenant compte effectivement des changements climatiques et de leurs conséquences quant à nos politiques de conservation, de restauration ou même quand on parle de reboisement. On peut plus replanter les mêmes plants qu'il y a 10 ans avec la hausse des températures, l'eau qui se tarit un peu plus vite. Donc il faut être au taquet des nouvelles informations, des nouvelles données environnementales et remarques ou des commentaires ou si vous voulez exprimer des faux points de vue. Non, oui. Tout était très clair. Toko amin'ny teny gasy tsy maninona. Atsinomaly za présent teo, azafady indrindra. Vient Jean-François Mozambique ny anarako. L'initiateur du projet Vient, vulgarisation d'un texte de loi iny. Dia atsinomaly za teto. Dia nitetikasa le fesse mandidy. Nanao ny recueil des articles. Ny fanontaniako hoe inona ny tanjona dia hatraiza tratra ve le trandrona zay. Raha ohatra misy tanjona tiana ronapetsaka na toa nisy moa tetikasa tsy maintsy misy tanjona. Dia aiza ho aiza fa natsatsarana izay tanjona zay. Voaliko amin'ny teny gasy koa angambany. Raha natao ilay tetikasa ilay fesse mandidy zany hatramin'ny nanomboana anazy ka hatramin'izao dia mba nisiny izay adi-hevitra vaovao izay hoe ahoana kay inona ny tena paika eto e. Satria matetika raha ny eto Madagasikara manokana raha miresaka politika tsika dia tsy reny zavatra reny hoe inona ny olana misy amina sehatra anankiray, inona daholo ny zavatra tokony atao, mandeha araka ny tokony ho izy hoe ny fampiarana ny lalàna zavatra satria resaka olona sy atao hoe adila politika moa ny fihetsika. Inona ny soiombonana? Ahoana ny ampiasantsika ny teti-bola ny volam-bahoaka zany amin'ny vola rehetra antsika ny vola rehetra indramina avy any ivelany ireny mba mahana tsy ray tsy roa fa maro. Dia eo no mahatsara n'ilay hoe matoa izay manana hoe misy dingana anie ilay asa fampandrosoana fa tsy hoe tonga dia hiazakazaka tsika no resaka na ny fanomezantsika raha fisotro madio ny olona raha tsy tanteraka. Dia nefa raha tsy izay zany dia tsy tafapetraka tsara araka ny tokony ho izy ireo tsy hoe zavatra atao indray mandeha fa processus ilay izy araka ilay nazavaina iny zany. Na mamemotra hozy tsika indraindray. Dia eo zany mila hitaritanay ny sain'ny olona zany natao zany boky iny mamparitaka izy iny tanora rahateo moa zany tena tanjony anatin'ilay izy. Mahantitra izay vao be ny nenina amin'ny zavatra atao zany dia aloha dia natsipinay aloha ny teny dia engany anatin'ilay fitetikasa zany izay tsy tokotety fantatra hoe nareo fa nirianay aloha hiteraka fieritreretana lalindalina kokoa asa. Dia ny asa izay manatena zany rehefa anao an'izay zavatra izay araka ny teneniko zany tsika dia ny fametrahana izay tinadina tamberina
miaranokafa dia mipetraka dia miandry. Nefa amin'ny fotoana mandeha araka ny tenenina teo ny tontolo iainana ohatra mesimba ny aretina mitombo rehefa tsy tsaboana dia mba hanaovana an'izay zany dia mila jerena raha misy olana anankiray dia mivenana amin'ilay tany amin'ilay présentation voalohany iny hoe inona ilay olana hita. Ilay olana hita iny ve resaka fiatraikana vokatra na olana fototra izay mbola tsy nisaintsaina dia mila lefa nadiadiana zany mba hoe rehefa misy olana anankiray hitondrana vahaolana anankiray dia voavaha ilay olana dia afaka manenjika ny olana hafa. Tsika manko anatin'ilay izy araka ny tenenina teo hoe il ne faut pas confondre vitesse et précipitation zany. Afaka mikoropaka ianao dia hevenao hoe mandeha mafy ianao nefa be da be ny zavatra mety latsaka. Dia nefa tsy mety reraka ianao zany avy eo dia na merina mihoatra ny nataonao iny ianao tsy mahavita intsony. Fa aleo zany atao ampisainana tsara ny zavatra atao mba hahazo vokatra dia mba tsy hiverenana ilay izy fa tonga dia afaka mamaha olana hafa avy hatrany indray. Ohatran'izay. Zay. Dia mankasitraka antsika rehetra nanatrika ny famelabelaran-kevitra ny sesy teo anankiefatra. Misaotra ireo nanaraka mivantana dia ho an'izay tsy afaka nanatrika moa zany dia izy ity ho efa noraiketina ara-tsara sy apeo misy teknisiana manao anazy dia ho heverenina ho aparitaka amin'ireny tambazotra tserasera sy mpifandraisana isan-karazany ireny. Dia misaotra indrindra tompoko.